Salut, je m'appelle Cora, j'ai 14 ans. Ma mère me protège des gars. Je ne peux pas les embrasser, les rencontrer, leur parler ou même penser à eux. Avez-vous essayé de lutter contre le contrôle des parents par leur propre méthode? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et découvrez comment cette grossesse non désirée m'a aidée. C'est un peu bizarre que j'ai rencontré Matt. Bien sûr, pas de rendez-vous, pas de rencard au cinéma ensemble. Nous avons rarement été ensemble. Nous avons saisi chaque opportunité, s'asseoir l'un à côté de l'autre à la cafétéria de l'école, se dire quelques mots dans le couloir, être dans le même groupe dans une classe de sciences. C'était comme un film d'espionnage au lieu d'amour. Il m'a même écrit à partir d'un faux compte, comme une fille. Et puis, Matt a trouvé un truc cool. Il s'est inscrit au volleyball juste à temps pour mon cours de gym. Et nous pouvions être ensemble pendant 2 heures pendant que nos parents pensaient que nous pratiquions. Pendant un mois, tout était normal. Nous nous sommes juste assis là à parler de choses. C'était la liberté. Mais ensuite, mon entraîneur a appelé ma mère. Il a dit qu'il ne m'avait pas vue depuis longtemps. Ma mère m'a donné un vrai interrogatoire. J'ai dit que j'étais fatiguée du sport. Alors, au lieu d'aller au gymnase, je suis allée au centre commercial avec mes amis. Ma mère m'a dit de dire à l'entraîneur que je quittais le gymnase. Mais après cette conversation, elle m'a littéralement suivie. Elle me rencontra et m'accompagna partout, sauf qu'elle ne me tenait pas la main. Avez-vous l'impression que vos parents vous contrôlent trop? Écrivez dans les commentaires comment vous l'avez remarqué. J'ai envoyé un texto à Matt disant qu'il valait mieux que nous ne parlions pas pendant que maman gardait un œil sur moi. Peut-être que plus tard, elle s'en remettrait et nous pourrions nous revoir. Mais il a dit qu'il voulait me parler et m'a demandé de sortir dans la cour de récréation derrière l'école après la 3e leçon. J'ai dit à Matt comment ma mère me surveillait. Il hocha la tête avec compréhension, puis soudain, il m'embrassa. Alors c'était ça être heureuse. Premier baiser. Cela m'a paru une éternité. Et puis, j'ai remarqué que le directeur nous regardait depuis la fenêtre. Et il ne semblait pas aimer ça. Je suis rentrée chez moi comme si j'allais à une exécution. Je pensais que ma mère me garderait à la maison jusqu'à ce que je sois vieille. Mais il n'y a pas eu de scandale à la maison. J'ai même pensé que le directeur n'avait rien dit à ma mère. Seulement le soir, ma mère m'a dit que le matin, nous allions chez le médecin pour vérifier ma santé. Elle a dit, les gens responsables prennent soin d'eux-mêmes avant de tomber malades. Le médecin était soudainement un gynécologue. Il m'a beaucoup demandé ce que j'avais avec les gars. J'ai honnêtement dit que je n'avais rien du tout. Il hocha la tête puis commença à décrire les horreurs de l'intimité. Avec des images et des histoires de la vie. 3 enfants à 15 ans, de terribles maladies, la pauvreté, le crime, la mort. Ouh là là! Il devrait faire des films d'horreur. Ma mère et moi n'en avons plus reparlé. Quelques jours plus tard, mon téléphone ne fonctionnait plus et Matt était censé m'écrire. Ma mère n'était pas à la maison, donc j'ai décidé de lire son message sur l'ordinateur de ma mère. La boîte mail de ma mère était ouverte et j'étais sur le point de la réduire pour ne pas avoir à jeter un coup d'œil quand j'ai vu mon nom dans la ligne d'objet de l'un des courriers. Je me suis demandé à qui elle envoyait des textos à propos de moi, derrière mon dos. Oupa! Un visage familier! En fait, le même gynécologue s'est avéré être un vieil ami de ma mère. Et toutes ces histoires d'horreur qu'il m'a racontées étaient à sa demande. Eh bien, merci, maman. J'étais hors de moi. Ma mère en a eu assez de me contrôler et a décidé de m'intimider. Bien, je ne resterai pas sans rien faire. Moi aussi, je pourrais effrayer ma mère bien aimée si nécessaire. Heureusement, je savais de quoi elle avait peur. Alors, Matt et moi avons élaboré un plan. Pour commencer, Matt nous a acheté des médaillons avec nos initiales dessus.
et j'ai mis le mien avec la première lettre de son nom sous le siège de ma mère. Le lendemain, j'ai demandé à ma mère si elle avait oublié qu'elle allait laver la voiture. Et elle est allée au lave-auto. Et il y avait une surprise qui l'attendait. Elle ne m'a rien dit, mais j'ai pu voir que le plan fonctionnait. Matt m'a prêté son t-shirt et je l'ai enterré dans le panier à linge. Maman a vérifié chaque vêtement avant de le jeter dans la machine à laver. Alors, elle a remarqué le t-shirt. Et puis, elle ne s'est pas retenue. Elle a fait tout un plat pour savoir d'où provenait ce truc sale dans notre maison décente. Eh bien, je suis devenue folle aussi. Je veux dire, je n'ai pas commencé à crier, je ne lui donnerai pas la satisfaction. Alors, je lui ai répondu avec désinvolture en disant que mon petit ami l'avait oublié après l'avoir fait. Nous le faisions pendant longtemps et souvent, puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ajouté que je pensais être enceinte. Ma mère a couru par la porte comme si je lui avais montré un serpent à sonnette. Le lendemain, je suis rentrée à la maison pour trouver Matt chez nous et avec ses parents. Ma mère était une détective de génie. Elle a trouvé Matt à partir de l'étiquette sur son t-shirt et a appelé ses parents pour une rencontre. Et puis, nous avons eu une conversation sérieuse dans le salon. Matt et moi avons essayé d'expliquer que tout était un mensonge, que nous avons inventé toute l'histoire de la grossesse. Mais ils ne nous ont tout simplement pas écoutés. C'était comme si nous étions devenus invisibles. Je ne savais pas ce qu'ils avaient accepté. Nous avons simplement été expulsés de la pièce, comme si cela ne nous concernait pas. Ne pensez-vous pas que c'est fou quand les adultes écoutent n'importe qui d'autre que vous dans les décisions qui vous concernent? Et puis, ma mère m'a traîné chez le gynécologue. Ce gynécologue. Il secoua la tête en disant qu'il m'avait prévenu. Je lui expliquai que c'était une farce, qu'il n'y avait pas de grossesse. J'étais vierge et tout ça. Il ne le croyait pas, mais il vit par lui-même que ce n'était rien de plus qu'un baiser. Il a dit que c'était mal de tricher. Eh bien, c'est là que j'ai réagi. Donc ce n'était pas bien de tricher, mais c'était bien de m'harceler à la demande de ma mère et de m'espionner pour contrôler chacun de mes mouvements. Il hésita et dit qu'après tout, rien n'avait été inventé, tout n'était que vrai. Ce n'était pas si grave qu'il en rajoute une couche. Puis il a demandé pendant longtemps comment ma mère me contrôlait. Il m'a dit qu'elle prenait soin de moi et que parfois cela dépassait les limites de la raison. Le médecin semblait se rendre compte qu'il avait eu tort. Il a appelé ma mère et ils ont eu une longue conversation. Puis, dans la voiture, ma mère a soudain dit qu'elle avait probablement tort, mais qu'elle était trop inquiète pour moi. Nous avons beaucoup parlé dans la voiture. Ma mère se souvenait que sa grand-mère gardait un œil sur elle, bien plus qu'elle ne le faisait avec moi. Il n'y avait pas de téléphone portable, alors ma mère devait constamment chercher un téléphone public pour appeler ma grand-mère. Ma grand-mère lui a également interdit de quitter la maison si sa jupe était au-dessus de ses genoux. Et j'ai expliqué que j'étais tout à fait responsable de la communication avec les garçons, qu'il y avait des garçons avec qui je voulais juste être amie, aller au cinéma, parler de choses, pas me cacher de ma mère. Et puis, il y avait Matt, que je pensais aimer. Quand nous sommes rentrés à la maison, les parents de Matt nous attendaient. La mère de Matt a dit qu'elle avait pensé à tout et que nous devions simplement nous débarrasser du bébé. Il était trop tôt pour Matt et moi pour avoir des enfants ou même sortir ensemble. Ils ont dit qu'ils surveillaient Matt si attentivement, l'avaient fait appeler toutes les heures pour leur dire où il était, ce qui ne lui convenait pas. Et c'est moi qui l'ai séduit, parce que Matt était encore très jeune. J'ai réalisé que les parents de Matt avaient tout aussi peur pour lui que ma mère l'était pour moi. Peut-être que ça voulait dire que Matt et moi étions faits l'un pour l'autre. Ou juste tous les parents étaient comme ça? Les parents de Matt ont grogné après ma mère, mais ils ont attaqué la mauvaise. Elle leur expliqua rapidement que, premièrement, il n'y avait pas de grossesse. Deuxièmement, ce n'était pas leurs affaires. Et troisièmement, Matt était déjà un garçon assez grand. Il n'avait pas besoin d'être traité comme un bébé. Quel retournement! Matt et moi sommes même allés au miroir pour voir comment nous avions grandi si soudainement. Matt a dit que c'était notre plan qui fonctionnait si bien. Et nos parents ont soudainement trouvé un langage commun. Ma mère a dit que puisque nous sortions ensemble, ils devraient faire connaissance à nouveau. Les parents de Matt ont serré la main de maman,
Puis ils se sont assis toute la nuit à boire de la limonade et à parler de choses. Matt et moi sortant toujours ensemble. Ses parents ne lui demandent plus de les appeler toutes les heures avec un rapport. Et ma mère est devenue un peu plus détendue à propos de mes rendez-vous avec Matt. Nos parents ont décidé que nous sommes responsables et que nous pouvons avoir un peu plus de liberté. Vous pouvez demander si nous l'avons eu. Je vais vous dire quoi. C'est entre Matt et moi, et personne d'autre au monde. C'est ainsi que j'ai montré à ma mère que j'étais assez vieille et qu'elle pouvait me faire confiance. Bien sûr, cela aurait pu être fait de manière plus pacifique, mais cela semble s'être avéré plus clairement. Mettez un j'aime si vous aimez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura beaucoup plus de choses intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. Faites confiance à vos proches et aidez-les à vous faire confiance. Bonne journée! Salut, je suis Tiffany et j'ai 18 ans. Vos rendez-vous se sont-ils déjà terminés de la manière la plus inhabituelle? Je suis sûre que ce n'était pas aussi choquant que le mien. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez pourquoi je m'évanouissais à chaque nouveau rendez-vous. Qui était à blâmer pour tout cela? Et comment ma vie a changé? J'avais un petit ami incroyable avec qui je sortais depuis longtemps. Mais comme vous le savez, toutes les relations ne se terminent pas par un mariage heureux jusqu'à un très grand âge. Dustin et moi avons rompu il y a quelques mois et j'étais toujours sous le choc. Du coup, la perte d'intérêt pour les relations et l'envie de devenir un robot qui ne ressent rien. Mes parents étaient optimistes quant à mon choix de solitude. Je devais penser à l'école, au travail et à l'avenir. Mon amie Leslie, par contre, pensait que j'étais folle. Son conseil était de garder les mecs tranquilles jusqu'à ce que je veuille vraiment fonder une famille. Qui dois-je écouter? Bien sûr, les parents. Ma mère et mon père m'ont fait plaisir avec un voyage en Grèce. Pensez simplement, je vais nager toute la journée dans la mer, manger des fruits juteux, prendre un bain de soleil, marcher et ne pas penser du tout à Dustin. Et vous savez, ma théorie a fonctionné. Pendant que je faisais ma valise et que je réfléchissais à ce que je devrais emmener avec moi en Grèce, je m'oubliais progressivement et ne pensais plus à lui si souvent. Comment surmontez-vous les problèmes? Écrivez dans les commentaires. En descendant de l'avion et en comptant les pas, oui, c'était mon habitude. Je me suis promis que je passerais toutes les vacances à ne faire que de la méditation et que je ne communiquerai avec personne du tout. Pas de contact. Juste au moment où je pensais à cela, un Grec s'est approché de moi au terminal de récupération des bagages, expliquant sur ses doigts qu'il voulait vraiment m'aider avec mes bagages et qu'il était prêt à m'emmener n'importe où. Eh bien, allez. Cependant, j'étais catégorique et j'ai refusé assez brutalement. J'avais des mains, hein. Après avoir quitté l'aéroport, je me suis perdue et j'ai dû retrouver le transfert commandé à l'hôtel le plus tôt possible. Et puis, la porte d'un taxi local s'est ouverte brusquement devant moi et un jeune grec aux lunettes avec un anglais bancal m'a invité à entrer. J'ai indiqué clairement dans un excellent anglais où il devrait aller à la recherche de passagers, mais il n'a pas lâché et a même promis de m'emmener là où je lui avais dit gratuitement. Dieu merci, au bon moment, j'ai vu mon transfert et je me suis précipitée dessus. J'ai beaucoup aimé la chambre d'hôtel, mais cela ne servait à rien d'y rester. J'ai mis un maillot de bain, j'ai attrapé une serviette et j'ai couru jusqu'à la plage. L'eau fraîche m'a immédiatement distraite de mes mauvaises pensées. J'ai crié comme une enfant et c'était vraiment cool. Ensuite, il y eut un bon bain de soleil sur un transat confortable, comme je l'avais prévu. Mais ils ne m'ont pas laissé me reposer convenablement. Il y avait deux jeunes hommes assis à côté de moi, qui, pour une raison quelconque, ont décidé que je manquais de blagues vulgaires et de compagnie amusante. Je leur ai fait allusion, mais ils n'ont pas compris. Ils ne m'ont pas laissé mentir et je suis allée dans ma chambre en pensant que je devrais chercher une plage plus privée. Sinon, le reste serait dégoûtant. Et j'ai trouvé une telle plage. C'était à distance, mais c'était une joie d'y aller, car il y avait le silence, la paix, l'eau et une tête sans pensée. La plage était sauvage et presque déserte, et la nuit, elle était vide. C'est à cette heure de la journée que je suis venue ici et j'ai nagé nue. Tout allait bien, jusqu'au jour où j'ai découvert que mes affaires manquaient. Pouvez-vous imaginer? Je suis sortie de l'eau complètement nue et je n'ai trouvé ni ma robe ni mon chapeau. Il n'y avait que mon paréo.
Étaient-ce les mêmes gars des chaises longues voisines qui faisaient des blagues vulgaires et essayaient de me connaître? M'ont-ils observé? Que se passerait-il maintenant? Nuit, plage déserte, j'étais nue? L'horreur m'a saisie et je me suis précipitée vers le parasol qui au moins me couvrirait d'une manière ou d'une autre. Pendant que je courais, j'ai entendu la voix d'un homme derrière moi. Puis j'ai commencé à courir encore plus vite, sautant presque de peur. Le parasol de sécurité a caché ma nudité et c'est seulement alors que j'ai remarqué que le pêcheur m'appelait et qu'il avait entre ses mains mes vêtements perdus. Il a dit qu'ils avaient été emportés par une vague. Habillée, je me suis sentie protégée. Mon humeur s'est améliorée et j'ai entamé une conversation avec le pêcheur. Il a dit qu'à cette époque, les habitants organisaient de grandes fêtes et que nous passerions juste devant l'un de ces cafés. Je me demandais comment les habitants s'amusaient. Et vous savez, la fête grecque a attiré mon attention et j'ai pensé, pourquoi ne pas m'amuser et me détendre? La fête était vraiment amusante. J'ai dansé, participé à des compétitions et les gars m'ont offert de délicieux cocktails et des jus de fruits naturels. Les Grecs étaient si sociables que même moi, j'ai été gênée lorsque mon interlocuteur s'est éloigné et j'ai été immédiatement invitée à danser par un autre. À la fin de la fête, j'étais fatiguée, mais je n'ai pas eu à aller seule à l'hôtel. J'ai été escortée par plusieurs gars à qui j'ai promis en plaisantant un rendez-vous à chacun. Le matin, je l'ai certainement regretté, mais je me suis calmée avec le fait que je n'étais pas la seule à me reposer ici. Il y avait beaucoup d'autres filles avec qui vous pouviez discuter, mais dès que j'ai quitté l'hôtel, Anas s'est approché de moi et m'a immédiatement proposé de faire un tour sur son bateau personnel. Il conduisait des touristes, mais pour moi, il a pris le temps d'organiser une promenade époustouflante sur l'eau. Avez-vous déjà accepté des aventures téméraires? Partagez dans les commentaires comment elles se sont terminées. Tout était parfait. Nous surfions sur les vagues si vite, je riais comme une folle. Je me suis imaginée pirate, puis propriétaire d'un yacht cool, et même pêcheur avec une ligne de pêche. À un moment donné, mon compagnon m'a donné du vin local et je me suis sentie malade. Ma tête tournait tellement que j'ai dû attraper la corde pour ne pas tomber dans l'eau. Et puis, tout à coup, ma vision s'est assombrie et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée toute mouillée déjà sur le rivage. Ce grec intelligent m'a-t-il bourré ivre, volé et m'a si effrontément laissé ici sur le rivage? Mais alors, Anas est apparu et a dit que je me suis évanouie dans la mer et je me suis presque noyée. Eh bien, il a bien nagé et m'a sauvée. Bien sûr, j'étais méfiante. Je ne m'étais jamais évanouie auparavant. Y avait-il quelque chose qui n'allait pas chez moi? Mais un ami m'a convaincu que nous roulions sous le soleil brûlant depuis longtemps et que j'avais simplement fait une insolation. Cette nuit-là, je ne suis pas allée à la plage. J'avais besoin de m'allonger, de récupérer et de continuer à prendre ma santé plus au sérieux. Soudain, j'ai reçu un appel dans ma chambre et j'ai été appelée à la réception. Bakos m'y attendait, le deuxième ami du groupe grec à qui j'avais promis un rendez-vous. Il m'a invité dans un restaurant pour déguster des plats nationaux et, vous savez, à ce moment-là, j'ai ressenti une telle faim que je n'ai pas pu lui dire non. L'endroit était très agréable et les odeurs étaient si folles que je pouvais à peine arriver jusqu'à la table. Quand le serveur est venu et a demandé ce que nous voulions, j'ai presque crié « Tout! Et maintenant !» Et seul mon compagnon m'en a empêché. Sinon, que penserait-il de moi? On nous a servi plusieurs plats. Un pour moi et trois pour Bakos. Mon gyro, un plat de pain plat semblable à un shawarma, mais différent car il contenait essentiellement des frites. J'ai mangé pendant 5 minutes, puis j'ai regardé son suzukakia, des galettes traditionnelles assaisonnées d'épices. D'après le regard dans mes yeux, il était clair que si Bakos ne me les offrait pas, je démolirais tout autour et ce serait le pire jour de sa vie. Un instant plus tard, une par une, les galettes sont entrées dans ma bouche et j'ai applaudi avec plaisir, grignotant une salade grecque. Puis, j'ai soudain réalisé ce qui s'était passé. Oh mon Dieu! Bakos penserait que je suis une mangeuse avide. Oui, oui, une vraie mangeuse gourmande. Bien sûr, j'ai immédiatement commencé à expliquer que j'avais perdu connaissance en mer et que maintenant, je me sentais si faible et un bon repas m'a ramené à la vie. Je ne savais pas si Bakos y croyait ou non, mais je me sentais extrêmement mal à l'aise. Après un dîner copieux, je voulais prendre l'air et aller à la plage. Alors nous l'avons fait.
Ah, la Grèce de nuit était si belle. Soudain, un cri vint de l'obscurité. Paco sautillait sur une jambe et pleurait presque de douleur. Je me suis précipitée vers lui et lui ai demandé ce qui s'était passé. J'ai marché sur un oursin, a été entendu au-dessus des gémissements. Oh mon Dieu! Avant même mon départ, ma mère m'a dit à quel point ces épines pouvaient être dangereuses. Premièrement, l'épine n'est pas si facile à retirer soi-même, car elle s'effrite. Et deuxièmement, bien que le poison ne soit pas mortel pour les humains, car il est initialement destiné à d'autres organismes, mais peut provoquer un choc anaphylactique, une réaction mortelle du corps. Sachant tout cela, j'ai couru vers les gens avec des appels à l'aide. La voiture a été retrouvée rapidement et en 5 minutes, nous sommes allés à l'hôpital. En chemin, j'ai pensé à quel point il était important d'être avec des gens quand vous vous sentez soudainement mal. Je suis tombée dans l'eau et j'aurais pu simplement me noyer. Bacchus aurait aussi pu être gravement blessé par l'oursin. Et atteindre des gens sautant sur une jambe, eh bien, c'était beaucoup. Et le moment du salut auquel j'ai participé m'a approuvé et m'a rassuré sur la portion supplémentaire consommée. À l'hôpital, l'ami blessé a été immédiatement mis sur une chaise et emmené dans l'ascenseur. Je suis allée avec lui pour m'assurer que tout allait bien et qu'il était entre de bonnes mains. Dès que nous sommes montés dans l'ascenseur, j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer, de la transpiration est apparue sur mon front et un essoufflement important m'a empêché de respirer normalement. J'ai posé ma main sur le mur de l'ascenseur. Et puis, rien. Je me suis réveillée sur le canapé sous perfusion. J'avais peur, je ne savais pas où j'étais, et je ne me souvenais que lorsque l'infirmière est arrivée. Dans un mauvais anglais, elle expliqua que je m'étais évanouie pendant un moment dans l'ascenseur. J'ai même été examinée par un médecin qui était sur le point de venir m'expliquer ce qui n'allait pas et ce qui s'était passé. 1000 pensées me traversèrent l'esprit. Était-ce une maladie mortelle? Ou était-ce une adaptation au climat grec? Et que se passerait-il si j'avais besoin d'un traitement urgent qui ne serait pas couvert par une assurance? Je ne pensais pas que mes parents auraient dû me laisser partir seule dans un pays étranger, mais tout était de ma faute. Pourquoi suis-je allée à cette fête et bu autant? Et si j'étais infectée par une sorte de virus contre lequel les Grecs étaient immunisés et que les étrangers souffraient partout? S'il n'y avait pas eu le médecin, j'aurais fui l'hôpital et je me serais rendue directement à l'aéroport pour pouvoir rejoindre ma mère le plus rapidement possible. Ce que le médecin a dit ne m'a pas seulement choquée. Cela m'a littéralement détruit sur place. Il m'a félicité du fait que je deviendrais bientôt mère. La grossesse a duré 8 semaines. 8 semaines! Je ne pouvais pas en croire mes oreilles et je les ai littéralement couvertes avec mes mains. Et puis, j'ai réalisé que le médecin ne connaissait tout simplement pas bien l'anglais. Nous ne nous comprenions pas bien. Le poids est tombé de mes épaules, mais alors que j'étais heureuse, le médecin m'a montré une image échographique et a encerclé le contour de l'enfant à naître avec son doigt. À ce moment-là, j'ai tendu mentalement toutes mes forces et me suis ordonné de me réveiller. Avez-vous déjà rêvé de vous réveiller au moment d'événements terribles et de pousser un soupir de soulagement pour que le tout ne soit qu'un rêve? Je m'imaginais en train de me réveiller dans un hôtel après une insolation. Oui, je dormais encore car je suis venue à l'hôtel. J'étais malade après m'être évanouie et je me suis endormie. Le rêve a duré jusqu'à présent. J'avais juste besoin de me forcer à me réveiller et tout finirait. Mais par chance, rien ne s'est terminé, mais a seulement commencé. Le médecin a conseillé de me faire enregistrer pour grossesse le plus tôt possible et de prendre soin de moi. Bacchus m'attendait à la sortie de l'hôpital, boitant toujours, mais de bonne humeur. L'aimable grec était sérieusement préoccupé par ma santé, mais je ne lui ai pas dit la vérité, citant l'acclimatation. Il m'a emmené à l'hôtel en taxi et j'étais finalement seule. Il n'y avait pas de réponse aux questions. Que faire? Comment vivre plus loin? Pourquoi cela m'est arrivé? Mais ce n'était pas ce qui m'effrayait le plus. C'était le fait que le père de l'enfant était Dustin, mon ex-petit ami qui m'avait amené ici, qui m'avait fait décider de ne sortir avec personne, que j'aimais tant, et qui m'avait laissé si cruellement. Dans un état de panique, j'ai quand même pensé à appeler mes parents et tout leur dire. Ma mère a même été silencieuse pendant quelques minutes, allaitante, et j'avais encore plus peur. Et puis elle a dit que Dustin devait m'épouser après ça, et que je devais le dire à sa famille immédiatement.
Je ne pensais plus à prendre de vacances. Alors, je devais juste changer mon billet d'avion et rentrer aux États-Unis. Une nouvelle page de mon histoire a commencé. Juste au moment de l'embarquement de l'avion, j'étais très malade. J'ai continué à courir aux toilettes. Je ne pouvais pas imaginer prendre l'avion. Le vol était vraiment très difficile. J'étais malade au décollage, à l'atterrissage, pendant tout le vol. Mes voisins n'ont même pas touché à leur nourriture pour ne pas me provoquer à nouveau. Et leur appétit n'a pas augmenté. Ma condition était opprimée par des pensées lourdes. Ma vie allait changer radicalement à partir de maintenant. Mais je n'étais pas prête à devenir mère. J'étais encore presque une enfant moi-même. Et comment pourrais-je élever un bébé sans père? J'ai toujours rêvé que j'aurais un mariage normal, un mari aimant qui m'emmènerait en lune de miel quelque part sur les îles, puis nous vivrions avec lui et porterions l'idée d'un enfant. Qu'est-ce que j'avais en fait? Une relation qui a pris fin il y a quelques semaines, une solitude totale et un bébé dans le ventre. J'ai été bien accueillie à la maison. Mes parents essayaient de m'entourer de soins et d'attention. Bien sûr, c'était extrêmement important pour moi de recevoir du soutien, au lieu de donner des leçons. Comme on dit, ce qui est fait est fait. Pendant quelques jours, je suis restée allongée là. Je ne voulais rien faire. Puis j'ai commencé à me demander si les articles pour bébé, les jouets, etc. étaient chers. J'aimais aller dans les magasins pour bébé. Je me sentais quelque peu différente. Une femme adulte et sérieuse. En approchant de la sortie, j'ai accidentellement heurté la mère de Dustin. Ce fut une réunion extrêmement inattendue et extrêmement indésirable en même temps. Elle a commencé à me demander pourquoi j'étais si pâle quand j'étais rentrée de Grèce. Combien de fois j'ai juré de supprimer ce compte sur Instagram. J'étais tellement bouleversée que je ne pouvais pas le supporter et je lui ai tout dit. J'ai littéralement sangloté en disant comment je me suis presque noyée, comment je suis tombée dans l'ascenseur, comment les Grecs m'ont pompée et comment j'ai pris l'avion avec des vomissements constants, provoquant la colère des passagers et tout ça parce que son fils m'a quitté maintenant et ce bébé grandirait sans père. Avez-vous déjà jeté tout ce qui bouillonnait en vous sur les autres? Partagez-le dans les commentaires. Mais mes attentes sont restées des attentes. La mère de Dustin, au contraire, était heureuse de devenir grand-mère et a immédiatement commencé à réfléchir à haute voix au moment où il serait préférable d'annoncer cette nouvelle à son fils. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais des ennuis. Après tout, maintenant ma famille et la sienne s'uniraient et élèveraient mon enfant. Ils élèveraient mon enfant. Je me suis excusée pour mon comportement et j'ai demandé à ne pas en parler à Dustin. J'avais besoin de lui parler moi-même. J'ai obtenu son accord, mais cela n'a pas été plus facile. J'ai passé les 2 jours suivants à inventer des conversations avec Dustin, mais elles se sont toutes mal terminées. Soit il me crachait dessus, soit je partais après une dure gifle au visage. Si la reconnaissance virtuelle ne tenait pas, je devais aller au magasin pour acheter des affaires pour bébé. J'aimais tellement être là maintenant, vous devriez le savoir. Je suis allée regarder des jouets, des vêtements et même des couches. J'ai acheté quelques paquets, ce qu'on appelait une réserve, et quand je suis arrivée à la caisse, j'ai littéralement été stupéfaite et j'ai failli tomber. C'était Dustin, en personne. Il travaillait comme caissier dans un magasin pour bébé. Comme c'est drôle d'un côté et triste de l'autre. Le destin l'avait amené dans ce magasin en particulier. C'était très étrange et j'ai pensé que sa mère n'avait peut-être pas tenu sa promesse et avait tout dit. Mais Dustin a devancé mes pensées et m'a dit qu'il avait trouvé un emploi ici il y a 2 semaines et qu'il était maintenant en probation. Ouf, c'était bien qu'il ne sache rien. Juste quand j'y pensais, il a dit qu'en fait sa mère lui avait tout dit et qu'il ne savait pas quoi dire maintenant. Quel bordel! Quel échec complet! Tout s'est mal passé. Mais je n'avais pas de plan. Rougissant devant lui, j'ai osé proposer qu'on se retrouve après le travail et qu'on discute de tout en détail. Et le plus surprenant, il a payé les couches lui-même. J'ai été vraiment soulagée quand j'ai quitté le centre commercial. J'étais heureuse. D'abord parce que je n'élèverais pas l'enfant seul.
Le père de l'enfant a montré qu'il était prêt à aider. Et j'avais aussi l'aide sous la forme de mes parents et des siens. Deuxièmement, il n'y avait pas besoin de confession. Dustin savait tout et je n'avais pas besoin d'entamer cette conversation. Troisièmement, je sentais que la partie la plus difficile était terminée. Je ne pensais pas que ça allait devenir plus facile, mais au moins je n'étais pas seule. Ensuite, les parents de Dustin m'ont appelé et m'ont confirmé leur intention d'aider à élever l'enfant. Et avant cela, mes propres parents m'ont une fois de plus rassurée et m'ont assuré qu'ils élèveraient le bébé quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai reçu un texto de Dustin m'invitant à un film. Puis, directement dans un restaurant. Quelque chose de nouveau s'est agité en moi et une certaine espièglerie en moi a suggéré « N'accepte pas trop vite, taquine-le ». Ce nouveau sentiment agréable se reflétait en moi et soudain, il y eut de l'espoir. Et si nous étions à nouveau ensemble? Et vous savez, cela ne semble pas si impossible maintenant. Pourquoi ne pas réessayer? En fin de compte, la vie elle-même nous a donné une chance. D'une manière ou d'une autre, nous communiquerons beaucoup. Et puisque je me soucie toujours de lui, peut-être que nous avions besoin de cette situation particulière pour nous voir d'une nouvelle manière. Abonnez-vous à cette chaîne où de nouvelles histoires sont publiées chaque jour. Mettez des j'aime et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne rien manquer. N'ayez pas peur des situations imprévues. Parfois, elles changent tout pour le mieux. Passez une bonne journée. Salut, je m'appelle Emily et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été dans une situation où vos pires cauchemars et peurs sont devenus réels? Vous aviez l'impression de devenir fou, mais vous ne pouviez le dire à personne? C'est exactement la situation dans laquelle je me suis trouvée quand... Vous savez, mieux vous regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous saurez comment la nuit, les vers sont sortis de moi. Quand j'étais enfant, je faisais souvent le même cauchemar. Je restais immobile dans mon lit et regardais des centaines de vers me dévorer de l'intérieur. La raison de ces cauchemars était due à une farce infructueuse. Un jour, en rentrant du gymnase, j'ai ouvert mon casier et y ai trouvé un tas de vers. Avant de savoir ce qui se passait, j'étais poussée à l'intérieur et enfermée. J'ai crié de peur et j'ai supplié d'être libérée, mais en vain. Les vers étaient partout et rampaient littéralement sur mon corps. Et je n'ai pas remarqué comment j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à la maison. Le professeur a appelé ma mère et lui a dit ce qui s'était passé. Ma mère m'a ramenée à la maison et mes camarades de classe ont été punis et expulsés de l'école. La justice a été rendue, mais la phobie est restée avec moi pour toujours. Maintenant, je suis au lycée et j'ai oublié cette blague il y a longtemps. Tous mes cauchemars et peurs d'enfance sont passés, comme je le pensais, mais j'avais tellement tort. Avez-vous déjà fait face à des peurs de l'enfance à l'âge adulte? Alors vous me comprenez à coup sûr. Une fois, en cours de biologie, le professeur nous a confié un projet scientifique sur le thème « Les créatures qui nous entourent ». Nous avons tiré au hasard des morceaux de papier dans la casquette avec le nom du partenaire et de l'animal à étudier pendant 1 mois. Les échecs ont commencé depuis le début. J'étais jumelée avec Michael. Lui et ses amis me harcèlent depuis que je suis enfant. Il n'aimait pas ça non plus. Nous avons donc demandé au professeur de changer nos partenaires. Mais elle nous a dit de ne pas agir comme des enfants et de retirer un morceau de papier avec un animal dessus. Et là aussi, je n'ai pas eu de chance. Le ver. Pourquoi? Il n'y a rien de pire que ces créatures dégoûtantes. Bien que nous ayons eu de la chance parce que ma mère les étudiait. Elle était heureuse de nous aider et nous a même permis de venir à son laboratoire. Cela signifiait que nous réussirions certainement le projet de l'école parfaitement. Au laboratoire, je me suis immédiatement souvenue d'un cauchemar que j'avais eu quand j'étais enfant. Je ne voulais même pas regarder les vers, encore moins les toucher. Mais je ne voulais pas que Michael pense que j'étais une lâche, car alors, il aurait une autre raison de me taquiner. J'ai donc continué à les étudier. Étonnamment, il a également travaillé dur et est même devenu ami avec ma mère. Et il ne m'a même pas intimidée sans ses amis. Une fois, quand ma mère découpait des vers pour nous expliquer leur structure, je me suis sentie malade. J'ai cru que j'allais vomir. Je ne l'ai pas montré et j'ai décidé que c'était à cause de la vue désagréable. Alors, quand ils sont allés déjeuner, je suis restée pour continuer à travailler
en espérant que je me sentirais mieux. Et je ne voulais pas m'inquiéter ma mère. Mais ça ne s'est pas amélioré. Ma tête était très étourdie. Il y avait une boule dans la gorge et puis tout s'est assombri. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ma mère et Michael, qui avaient tous les deux l'air inquiets, essayant de me faire revenir à moi avec de l'ammoniac. Tournant la tête, j'ai remarqué un pot cassé, d'où des centaines de verres rampaient vers moi. Je pense que je l'ai frappé quand je suis tombée inconsciente. Surprise et choquée, je me suis levée et j'ai serré Michael, les larmes aux yeux. J'étais effrayée et dégoûtée parce que le verre était juste devant mon visage. Il a commencé à me rassurer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu iras bien. J'étais surprise de voir à quel point il pouvait être gentil et attentionné. Ma mère m'a emmenée chez le médecin, bien sûr. Il a dit que je me suis probablement évanouie à cause du stress que j'ai vécu, à cause de la phobie, et m'a prescrit des sédatifs. Ce moment nous a rapprochés, Michael et moi. Le ressentiment de l'enfance avait disparu. Nous avons commencé à communiquer davantage. Nous sommes allés déjeuner ensemble et avons discuté de sujets communs. Il s'est avéré être une personne intéressante et a essayé de me protéger de travailler avec des vers, prenant tout le sale boulot pour lui. Et tout irait bien. Mais il y avait un problème. J'ai recommencé à avoir mon cauchemar d'enfance et j'ai de plus en plus commencé à éprouver des maux de tête insupportables. J'ai décidé que c'était un effet secondaire des sédatifs que j'avais commencé à prendre en double dose dans l'espoir de me débarrasser du cauchemar. Un jour au déjeuner, Michael m'a invité dans un parc d'attractions pour le week-end. Il a dit qu'il voulait me remercier pour mon aide avec le projet. J'étais d'accord avec plaisir. Après tout, ces vers et cauchemars, je voulais juste me reposer et me détendre. Je me demande si cela pourrait être considéré comme un rencard. Écrivez ce que vous pensez dans les commentaires. Et donc, le week-end est venu. Il m'a rencontré à la maison et nous y sommes allés. Je n'oublierai jamais ce jour. Nous nous sommes amusés, avons fait des promenades, nous sommes promenés dans le parc et avons parlé de tout. C'est le jour où j'ai réalisé que j'aimais Michael. Et il semblait ressentir la même chose pour moi. À la fin de la journée, il a décidé de me raccompagner chez moi. Pendant tout le trajet, nous étions inconfortablement silencieux, parce que nous n'avions pas remarqué que nous commencions à nous tenir la main. Quand nous sommes arrivés à la maison, il m'a tourné vers lui et a voulu m'embrasser, et j'ai fermé les yeux. Puis, quelqu'un l'a appelé. C'était ses amis. Ils ont commencé à demander ce qu'il faisait ici avec moi, et s'il allait m'embrasser. Je me suis tournée vers Michael, pensant qu'il me défendrait. Il a commencé à se justifier, disant qu'il n'embrasserait jamais quelqu'un comme moi, et il m'a accidentellement rencontré et a décidé de me rappeler de ne pas oublier d'ajouter son nom au projet de l'école parce qu'il ne le ferait pas. J'étais choquée. Comment ça? Peut-être que toute notre amitié était un plan à long terme pour me briser le cœur? Je l'ai giflé et j'ai couru chez moi les larmes aux yeux. J'étais brisée et déprimée, alors j'ai décidé d'aller me coucher. J'ai fait un cauchemar toute la nuit. Quand je me suis réveillée, j'ai ressenti une étrange sensation sur mon corps. J'ai regardé mon estomac et j'ai vu des vers. Des centaines, non, des milliers. Ils rampaient sur moi et étaient partout. Je n'en croyais pas mes yeux. Terrifiée, j'ai sauté et j'ai allumé la lumière. Ils étaient partis. J'étais effrayée. Je ne pouvais pas comprendre ce qui m'arrivait. Étais-je devenue folle? Ou peut-être que les vers étaient en moi depuis le jour où je m'étais évanouie. Après tout, les cauchemars ont commencé après cet incident, et les maux de tête ont empiré, les pilules n'ont pas aidé. J'ai décidé de ne le dire à personne. Je ne voulais pas inquiéter ma mère, et le projet d'école était presque arrivé à terme. Alors, quoi qu'il arrive, je n'ai plus parlé à Michael. Il a appelé et s'est excusé, mais je lui ai dit qu'il était toujours un imbécile. Et s'il a dit à ses amis qu'il ne participerait pas au projet, alors je ne le laisserai pas y participer. Je finirai moi-même, nous le réussirions ensemble, puis le laisserai faire ce qu'il voulait. Le reste du temps, j'ai fait des cauchemars et je me suis réveillée la nuit en voyant des vers sur moi. Cela m'a dérangée et m'a rendue folle, mais j'ai décidé d'attendre que le projet soit terminé en premier. Le jour de l'achèvement du projet est arrivé. Michael et moi nous sommes tenus devant la classe et avons parlé de notre travail. Ma tête me faisait soudain mal. J'ai décidé de l'ignorer et de continuer le projet jusqu'au bout. Mais alors, j'ai ressenti un sentiment douloureusement familier. J'ai regardé mes mains avec horreur.
et j'ai fait des centaines de vers rampant sur elle et mon corps. Mais cela ne se produisait que la nuit. Peut-être que je dormais encore. Et c'était qu'un gros cauchemar. J'ai commencé à paniquer. J'ai essayé de les faire sortir de mon corps. Michael m'a saisi avec enthousiasme et m'a demandé ce qui n'allait pas. Quand il a entendu parler des vers sur moi, il a dit qu'il ne pouvait rien voir. Mais comment? Ses amis se sont moqués de moi et m'ont traité de folle. Et puis il leur a crié dessus, leur a dit de se taire. Ne vous moquez pas de la fille que j'aime. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Il m'a défendu et a avoué son amour. Mais quel mauvais moment c'était. La douleur est devenue insupportable et j'ai eu l'impression de m'évanouir. Je me suis réveillée à l'hôpital. J'ai subi un examen d'urgence et j'ai trouvé une tumeur dans mon cerveau. L'opération était requise immédiatement car mon état empirait. Après l'opération, je me suis retrouvée dans la salle, en tenue d'hôpital et avec ma tête bandée. Le médecin m'a examinée et m'a demandé comment je me sentais. Puis m'a dit que toutes mes hallucinations et maux de tête étaient causés par une tumeur et qu'il n'y avait pas de vers en moi. Ma mère m'a réprimandé de ne rien lui avoir dit, mais elle était contente que j'allais bien. Michael et moi, nous avons discuté de tout. Il m'a promis de ne plus communiquer avec ses amis et j'ai promis de ne plus rien lui cacher. Après l'opération, les hallucinations ont disparu. Cependant, les maux de tête resteront avec moi pendant un certain temps. J'ai été libérée, mais je suis censée être soignée jusqu'à ce que je récupère complètement. Je ne pense plus avoir peur des vers. J'ai réalisé que j'étais trop concentrée sur la peur parce que je n'avais même pas remarqué la maladie qui aurait pu me tuer. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne et lâchez vos craintes. Salut, je suis Olivia et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez cacher quelque chose de très grave à tout le monde? Cela vous tourmentait énormément, mais vous aviez peur de la censure et du ridicule? Ça m'est arrivé, parce qu'on me faisait une blague, mais la blague est devenue incontrôlable. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez comment j'ai caché ma grossesse. Depuis que je suis enfant, j'ai vécu avec mon père, car ma mère a eu un accident alors que je n'avais même pas 2 ans. C'était donc dur pour papa parce que maintenant il m'élevait seul. En raison de son travail, il pouvait partir 9 à 12 mois en voyage d'affaires, puis passer le même temps à la maison et étudier les espèces qu'il avait amenées de ses voyages. Jusqu'à l'âge de 13 ans, ma grand-mère vivait généralement avec moi lorsque mon père était absent. Mais lorsque sa santé s'est détériorée, j'ai commencé à vivre seule. Papa m'a fait confiance et je lui ai fait confiance. Puis, il y a quelques semaines, il est reparti. Parce que je fais trop confiance, mes amis me font souvent des blagues, pensant qu'elle disait la vérité et à la fin, toute l'école s'est moquée de moi. Tout le monde plaisantait sur moi et sur le fait que j'allais me faire prendre et ça me rendait folle. Je voulais me changer et je pensais même que je le faisais, mais il s'est passé quelque chose. Un jour, certaines de mes camarades de classe ont organisé une soirée entre filles pour bavarder et discuter des gars et elles m'ont invitée. Nous nous sommes mis en pyjama et nous bavardions sur le lit. Puis, une des filles a décidé de nous parler de son premier rapport sexuel. La conversation s'est poursuivie et il s'est avéré que tout le monde, sauf moi, l'avait déjà fait. Et j'étais la seule à être vierge. Vous et vos amis discutez de ce sujet? J'ai admis qu'il était difficile pour moi de trouver le bon gars, pour tout faire correctement, pour que ma première fois soit inoubliable. Mais les filles semblaient devenir folles. Elles se sont précipitées pour donner des conseils et toutes d'une seule voix ont dit que l'essentiel était de ne pas croire à diverses absurdités, comme le fait qu'après la première fois, vous pourriez tomber enceinte si vous ne vous protégez pas. Elles disent que c'est insensé et elles ont toutes confirmé que lors du premier rapport sexuel, elles n'avaient pas utilisé de protection et que personne n'était tombé enceinte. Elles ont dit que c'était un mythe inventé par des adultes pour des adolescents frivoles. Et cela semblait très convaincant. Mais je ne savais pas à l'époque que c'était une autre farce. J'étais même heureuse que mes propres pensées aient été confirmées parce que mon père me parlait souvent des sujets et de la grossesse non désirée. Mais j'ai toujours pensé qu'il exagérait et que les risques étaient minimes. Et maintenant je savais avec certitude. Les filles m'ont encouragée et m'ont conseillé de ne pas avoir peur et de simplement coucher avec n'importe quel gars que j'aimais, sans penser aux conséquences et à la responsabilité que ça représentait. J'étais vraiment inspirée par cela et j'ai très vite trouvé un mec comme ça.
C'était Josh d'une classe parallèle. Après quelques jours de communication, je l'ai invité à la maison et il s'est également avéré être puceau. Pour être honnête, je ne savais pas vraiment quoi faire, mais je ne l'ai pas admis. Et je ne pense pas que Josh le savait non plus. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ce soit, mais maintenant, j'étais fière d'être avec le garçon et je voulais en parler avec mes amis dès que possible. Afin de ne pas attendre une autre fête, je l'ai arrangé à la maison et j'ai fièrement raconté aux filles ma première fois et comment leurs conseils m'ont aidé parce que nous ne nous sommes pas protégés et que tout s'est bien passé. Mais elles ne semblaient pas heureuses pour moi et elles étaient confuses parce qu'elles ne pensaient pas que je suivrais leurs conseils si rapidement. Mais cela ne faisait que me flatter. Peut-être qu'elles étaient jalouses de moi après tout. Quelques semaines plus tard, je suis soudainement tombée malade en classe. J'ai vomi devant tout le monde et le professeur m'a renvoyée chez moi. Stacy, qui avait passé la nuit avec moi, m'a rattrapée dans le couloir et m'a dit de faire un test de grossesse. Mais j'ai juste ri. Très probablement, j'ai juste mangé quelque chose de mauvais. Mais je n'allais pas tomber dans une autre farce. J'étais contente de ne pas tomber dans le panneau à présent. Mais après encore 2 semaines, j'ai commencé à paniquer. J'étais constamment malade et surtout le matin. Mon odorat s'améliorait et toute odeur forte me rendait immédiatement malade. Mon humeur était constamment mauvaise sans raison et j'ai décidé d'acheter un test de grossesse. C'était positif, mais cela ne pouvait pas arriver. J'étais sûre qu'il était défectué car après le premier rapport sexuel, il n'était pas possible de tomber enceinte. Alors j'en ai acheté un deuxième, mais il a également montré 2 lignes. J'ai réalisé que mes amis m'avaient tout simplement trompée, parce qu'il n'y avait pas d'autre option. J'étais furieuse. J'étais en colère contre mes amis, contre moi-même, contre ma nature confiante et naïve. J'ai pleuré longtemps, parce que je n'ai fait l'amour qu'une seule fois dans ma vie. Et j'attendais un enfant. Et je n'avais que 15 ans. Je me sentais très mal. Et en plus de la maladie, j'ai également commencé à me sentir déprimée. Mais j'ai décidé que personne ne serait au courant de mon acte stupide. Avez-vous déjà voulu cacher quelque chose que vous avez fait? Je suis allée à la clinique avec l'espoir que j'aurais encore le temps de me faire avorter. Mais la gynécologue a dit que c'était dangereux parce que... alors je n'aurais peut-être pas d'enfant du tout. Surtout à un si jeune âge. Le médecin dit que je devais prendre soin de moi et de ne pas avoir peur. Je pouvais le supporter avec le soutien de mes proches. Mais je ne pouvais pas répondre et j'ai juste commencé à pleurer et je suis sortie du bureau. J'ai réalisé avec horreur que je devrais faire face à ce problème seule. Parce que mon père était en voyage d'affaires et qu'il ne pourrait pas revenir pendant très longtemps. Je n'avais plus confiance en mes amis et le mec avec qui tout s'était passé n'est pas venu me voir une seule fois après le sexe. Mais, de façon inattendue pour moi, il a demandé une visite. Nous étions assis dans ma chambre. C'était gênant, mais il a commencé à dire qu'après ce temps, il pensait constamment à moi, voulait répéter ce que nous avions fait et me demanda de devenir sa petite amie. Il attendit une réponse, mais la forte odeur de son parfum me rendit malade et je courus vers la salle de bain. Et quand je me lavais le visage, je me suis souvenu que les résultats de l'échographie étaient sur la table. Il avait probablement déjà tout vu. Je suis rapidement retournée dans la pièce, mais il les tenait déjà dans ses mains. Il m'a remis les tests et s'est excusé. Il savait que j'étais enceinte. Je lui ai juste demandé de se taire à ce sujet, sinon nous aurions tous les deux des problèmes. Et il est parti, et j'étais tourmentée par des pensées parce que je ne lui ai pas dit de qui était l'enfant. Je me sentais seule, mais je savais que je ne pouvais rien faire. Alors j'ai fait un faux certificat médical pour ne pas avoir à aller à l'école. Mon ventre serait bientôt visible et mes amis seraient ceux qui n'allaient pas. Et je ne voulais plus être une blague. J'étais à la maison tout le temps et je m'ennuyais. Le téléphone a sonné et j'ai entendu la voix de Stacy. Elle a demandé à me rendre visite, mais j'ai prétendu que je ne me sentais pas bien. Et pour être honnête, je ne voulais tout simplement voir personne. J'étais sur le point de raccrocher le téléphone, mais elle a soudain admis que la grossesse après le premier rapport sexuel n'était pas un mythe et que je venais de me faire avoir, sans penser aux conséquences. Et maintenant, sa conscience était tourmentée. Je le savais depuis longtemps, mais ça faisait mal de l'entendre de quelqu'un. J'ai eu une crise nerveuse et j'ai parlé à Stacy de la grossesse.
Je lui ai dit à quel point je me sentais mal maintenant, à quel point j'étais seule et triste, mais je lui ai demandé de ne pas en parler à mes camarades de classe car j'étais déjà considérée comme une imbécile naïve. Et Stacy a promis de garder mon secret. Après avoir parlé à mon amie, je me sentais mieux. J'en suis sortie et je me suis sentie moins seule. Ce que je ne savais pas, c'est que même si je pensais que seul moi, Josh et Stacy connaissions la grossesse, Josh a commencé à s'inquiéter de ne pas pouvoir la gérer seule. J'étais seule à la maison, debout devant le miroir en regardant mon estomac qui changeait et grandissait progressivement. Soudain, il y a eu un coup sur la fenêtre et j'ai vu les visages des filles. J'ai rapidement mis mon pull et je me suis cachée derrière la porte. Mais elles ont continué à frapper et à sonner à la porte. Je me suis résignée au fait que rien ne pouvait changer et j'ai réalisé qu'il ne servait à rien de m'excuser. Alors, j'ai décidé de les laisser entrer. Je me suis tenue les yeux fermés et j'ai attendu que les filles se moquent de moi, car elles m'avaient pris en flagrant délit et allaient probablement en parler à toute l'école, comme d'habitude. Et mes amis ont versé beaucoup de brochures pour les femmes enceintes sur la table. M'ont entourée, m'ont fait asseoir sur le canapé et ont rivalisé pour parler de ce qui était utile pendant la grossesse. Je ne m'y attendais pas du tout. Il s'est avéré que Josh pensait que j'avais besoin de l'aide d'un thérapeute, alors il s'est effondré à parler à mes ex-amis de ma grossesse et leur a demandé de me rendre visite. Les filles ne sont pas venues pour se moquer de moi, mais au contraire pour me soutenir, car elles se sont senties coupables de ma grossesse accidentelle. Elles m'ont demandé de ne pas m'en vouloir et se sont excusées. Elles ont également conseillé de ne pas croire tout ce qu'elles ont dit. Nous avons bu du thé et elles m'ont soutenue. Pour la première fois de ma grossesse, j'ai senti que je n'étais pas seule et je me sentais bien. Bien sûr, il y avait encore une conversation avec mon père, mais je savais déjà que je serais capable de tout gérer. Josh m'a aussi soutenue et m'a rendu visite tous les jours. Une fois, nous étions assis dans le salon, il m'a serré la main et m'a embrassé le ventre. Maintenant, j'étais sûre d'avoir du soutien. Avez-vous eu des ennuis parce que vous étiez naïf? Si oui, partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas non plus les j'aime, les abonnements et l'icône en forme de cloche pour voir en premier les nouvelles histoires. Ne croyez pas tout ce que les gens disent. Bonne journée! Bonjour, je m'appelle Isra et je ne me souviens de rien de ce qui m'est arrivé avant l'accident. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas être vous-même, que tout ce qui vous entoure est artificiel et irréel, que les gens autour de vous vous mentent? C'est ma vie maintenant. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît et vous verrez à quel point c'est difficile quand vous n'êtes même pas sûr de qui vous êtes vraiment. Je ne suis sûre que de quelque chose. Je sais pertinemment que j'ai 23 ans et que mes parents sont morts. Cela est confirmé par les journaux que j'ai lus récemment. Je ne me souviens de rien de tout cela, ni de ma mère et de mon père, ni même d'une fête d'anniversaire. Le dernier souvenir réel dont je me souvienne est un volant entre mes mains. Cette sensation effrayante de perdre le contrôle et de voler, l'impact et le cliquetis du métal. Et puis, rien que l'obscurité et la douleur. Quand je me suis réveillée pour la première fois, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais la sensation que mon corps n'était pas le mien. Je pouvais à peine comprendre ce qui se passait. J'avais un tube dans la bouche. Je me sentais si faible. Je ne pouvais pas voir clairement leur visage. Tout était flou. Ils ont remarqué que j'étais consciente et l'un d'eux s'est précipité vers moi. « Molly, tu m'entends ?» demanda-t-il. Et puis mon monde s'est à nouveau effondré. La deuxième fois que je me suis réveillée, il n'y avait plus d'appareils médicaux dans les parages. Un homme que je ne connaissais pas était assis à côté de moi, me tenant doucement la main. « Isra, ma chérie, dit-il. Enfin, tu es réveillée. »« Qui êtes-vous » demandai-je. « Je suis Trevor, ton mari. » Il répondit. Mais je ne me souviens pas avoir été mariée. Je voyais cet homme pour la première fois. Mais là encore, je ne me souviens de rien du tout. Je n'étais même pas sûre qu'Isra soit mon vrai nom. Ça semblait si bizarre. J'ai été gravement blessée dans l'accident. La reprise a été longue. Les médecins nous ont dit qu'après une commotion cérébrale aussi grave, ces lacunes dans la mémoire sont normales et ne devraient pas nous surprendre. Trevor est venu me voir tous les jours et m'a apporté des photos. Nous parlions de mon passé, mais je n'avais encore aucun souvenir de quoi que ce soit. C'était horrible. Trevor a tenu bon et a essayé de me soutenir dans ma réhabilitation. Mais ce nom Molly me hantait, et pour une raison quelconque, je n'ai pas osé interroger Trevor à ce sujet. Alors que je commençais à récupérer, la police est venue me voir. Ils enquêtaient sur l'accident. Ils soupçonnaient que l'accident de voiture avait été orchestré par quelqu'un. De plus, les restes d'une autre personne ont été retrouvés sur le site du crash. Mais je ne pouvais rien leur dire. Tout ce que je savais, c'était ce que Trevor m'avait dit.
La voiture est tombée d'une falaise, s'est renversée plusieurs fois et a pris feu. J'ai pu sortir. Y avait-il quelqu'un avec moi et qui était-ce? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Au fil du temps, je me suis améliorée, mais je me sentais toujours complètement désorientée. Trevor m'a ramenée à la maison. Nous avions un joli petit chalet et 2 chats. Les chats m'ont reniflé et m'ont sifflé. Trevor a ri et a dit que c'était probablement l'odeur de mes médicaments. J'ai dû repartir de zéro. Mes parents sont morts il y a environ 5 ans, donc malheureusement, il n'y avait personne à qui poser des questions sur mon enfance. Je ne pouvais pas oublier l'autre personne dans la voiture, mais Trevor m'a dit de ne pas m'inquiéter et de laisser la police s'en occuper. Je me sentais coupable. Trevor essayait tellement fort et je ne ressentais rien pour lui, ni pour cette maison, ni pour cette vie. Eh bien, au moins, je commençais à m'entendre avec les chats. Il s'est avéré que j'ai récemment obtenu mon diplôme universitaire et que je travaille maintenant comme enseignante dans une école secondaire. Les médecins m'ont conseillé de reprendre ma vie normale le plus tôt possible afin de récupérer mes souvenirs. L'administration de l'école voulait m'aider. Les cours étaient dispensés par des professeurs suppléants, mais je suis venue en classe. J'ai parlé aux enfants, j'ai lu le programme scolaire. Ai-je écrit ces plans de cours de ma propre main? Ai-je vraiment donné des notes à ces adorables enfants? J'ai la tête qui tourne. Une de mes élèves a demandé comment allait ma sœur jumelle. J'étais stupéfaite. La fille dit qu'elle m'avait vue peu de temps avant l'accident dans l'autre ville avec ma sœur jumelle. Nous mangions dans un café et nous nous disputions. J'ai demandé à Trevor si j'avais une sœur. Il a dit que non et est devenu très sombre à ce sujet. Au fil du temps, physiquement, tout allait bien. Mes souvenirs sont restés verrouillés, mais j'ai commencé à en avoir de nouveaux. Avec Trevor et nos chats, nous avons célébré mon 24e anniversaire. Nous avons commencé à sortir ensemble et j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureuse de mon mari. Je ne retrouverai peut-être jamais mon ancien moi, mais cela ne signifie pas que je devrais faire une croix sur ma vie. Cela ne signifie pas que je ne peux pas tout recommencer à zéro. Je veux dire, n'est-ce pas? Puis un jour, quand Trevor est parti travailler quelques jours, un homme avec des fleurs m'a rencontré après l'école. « Molly !» s'exclama-t-il. « Tu ne me reconnais pas? Je suis Dick, ton mari !» J'étais terrifiée. Qui est ce fou? Mais son visage me semblait familier. Je l'ai connu quelque part, et les fleurs dans ses mains, les marguerites, il y avait quelque chose en elles. J'ai eu un mal de tête terrible, j'ai trébuché et l'étranger, Dick, m'a rattrapé et m'a conduit à un banc. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais Molly, sa bien-aimée. Ce Trevor ne nous a pas permis de nous contacter parce qu'il savait que je me souviendrais de tout. J'étais tellement confuse. Se pourrait-il que Trevor m'ait menti pendant tout ce temps? Mais pourquoi? Dick a dit que j'avais reçu un héritage de ma tante récemment et que Trevor voulait de l'argent. Je n'en revenais pas. Comment mon doux et attentionné Trevor pouvait-il me faire une telle chose? C'était comme si je pouvais faire confiance à personne, ni à Trevor, ni à Dick, même si son visage provoquait une sorte de réaction. Je ne savais pas quoi faire. J'ai demandé à Dick de m'emmener dans la maison où j'habitais actuellement. Dick n'était pas content, mais il obéit. La nuit, j'ai rêvé de mon reflet tout meurtri et en larmes, entouré de marguerites. Est-ce moi? Est-ce Molly? Qui suis-je? Suis-je vraiment Molly? Ou suis-je Isra? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant qui vous êtes? Le matin, je me suis réveillée déterminée à comprendre ce qui se passait. J'ai parcouru des tas de vieilles photos. J'espérais que quelque chose se déclencherait, un peu dans ma mémoire, mais ça n'a pas aidé. Ensuite, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit dans l'autre ville où mon élève m'avait vue avant l'accident. J'ai trouvé ce petit bistrot, commandé un café et j'ai commencé à regarder par la fenêtre. Cela semblait déclencher quelques souvenirs. Cet endroit me semblait familier. « Oh, Molly !» m'a appelé la propriétaire du café. « Tu n'es pas venue ici depuis longtemps ?» Nous avons commencé à discuter. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture et que j'avais maintenant une perte des mémoires. Et elle m'a dit que je vivais dans cette ville auparavant. Je venais souvent boire un café ici. Et je n'avais pas de mari. « Et Dick ?» j'ai demandé. « Dick ?» La vieille dame haussa les sourcils. « Bon Dieu, chérie, comment ce salaud t'a-t-il retrouvé ?» J'ai eu un autre mal de tête. La vieille dame a dit que la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'avais couru dans ce café et lui avais demandé de me cacher d'un gars qui était en colère contre moi. Mon mal de tête s'est aggravé. « Et ma sœur ?» ai-je demandé.
Je ne suis pas folle. La vieille femme a confirmé que j'ai une sœur, ou que j'avais, et que ma sœur essayait de me convaincre de rompre avec mon petit ami. Alors, je ne suis pas Isra? Suis-je Molly pour de vrai? Se pourrait-il que Trevor se soit vraiment trompé? J'ai remercié la vieille dame et suis rentrée chez moi. Trevor est revenu. Je lui ai posé des questions sur Molly et lui ai dit ce que j'avais appris dans l'autre ville. Il se mit en colère. Il a crié que tous nos problèmes étaient à cause de ma sœur et de son petit ami. Que sans elle, il ne me serait jamais rien arrivé. Pourquoi m'a-t-il menti? Comment pouvait-il garder un secret en partie aussi important de ma vie? Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de quitter la maison de Trevor. Il ne m'a pas retenu. Il m'a seulement demandé de rester en contact avec lui. J'ai demandé de qui était mon héritage et il avait l'air vraiment surpris. Il n'y avait pas d'héritage. L'argent que Molly et moi, ou Isra et moi, avons hérité après la mort de nos parents, nous l'avons divisé en deux. Le mien était dépensé à l'université, tandis qu'elle investissait dans ses fonds et l'immobilier. Soit Trevor ignorait tout de l'héritage, ou soit il était un menteur très convaincant. Je ne pouvais plus lui faire confiance. J'ai vécu seule pendant quelques semaines. J'ai commencé à me souvenir de mon enfance. Mes parents, mais ma sœur et moi étions presque toujours ensemble. Je ne pouvais pas dire si j'étais Molly ou Isra. Dick a essayé de passer me chercher après l'école. Je lui ai dit de partir et j'ai menacé d'appeler la police. Il est devenu fou et a promis que je le regretterais. Quelques jours plus tard, les freins de ma voiture sont tombés en panne. J'ai failli avoir un accident. J'ai seulement survécu grâce à l'airbag. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée à nouveau à l'hôpital, mais maintenant je me souvenais de tout. Je suis Isra. Ce jour-là, je suis venue chercher ma sœur dans l'autre ville, même si Trevor ne voulait pas qu'elle reste avec nous. Il avait peur que Dick, qui la traquait, nous menace. Notre parent éloigné est décédé et a laissé ma sœur et à moi un petit héritage. J'ai donné ma part à Molly pour qu'elle puisse quitter le pays et commencer une nouvelle vie. Et je n'en avais pas parlé à Trevor, sachant que cela ne ferait que l'irriter. Je conduisais ma sœur à la maison, mes freins ont cessé de fonctionner et puis il y a eu un accident. Dick a été arrêté. Il était celui qui avait saboté les freins les 2 fois. Trevor ne voulait pas me parler de ma sœur. Il avait peur que je veuille m'occuper de Dick moi-même, ou peut-être que je pourrais le blâmer pour la mort de ma sœur. Il a fallu beaucoup de temps pour pardonner à Trevor pour sa discrétion, mais nous avons finalement fait la paix. Parfois, je me demande encore si je ne suis pas Isra, mais Molly. Mais je suppose que je ne serai plus jamais sûre à 100% de mon vrai moi. Qui croiriez-vous si vous perdiez la mémoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez l'aimer et YouTube la montrera à d'autres téléspectateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires plus intéressantes.